Merci beaucoup. Merci Alain pour ce colloque qui est ça va être le triptyque, puisqu'on est au troisième. Donc on continue, je vais essayer de faire un clin d'œil aux autres. Merci Bernard pour ton intervention, puisque ça me permet de dire que depuis Rome, rien n'a changé, puisque ceux qui font des discours juridiques ne maîtrisent pas le droit, encore aujourd'hui. Mais pourtant, il y a des arguments juridiques. Donc c'est un peu... on va essayer de voir comment, dans les discours juridiques, ça peut être juridique sans avoir d'arguments juridiques. Alors, toute crise donne lieu à des discours. D'ailleurs, certains marquent l'histoire. Qui ne se rappelle du discours du président Kennedy à Berlin. Je ne parlerai pas allemand, je vous le dis. Discours sur l'état de l'Union du président Bush en 2002 avec l'axe du mal. Discours du général de Gaulle lors de la crise de mai 1968. Alors cette brève communication, enfin je vais essayer, se fixe pour objet de réfléchir sur le discours juridique dans la crise. Quelle place tient-il? Quel rôle joue-t-il? Pour répondre à ces questions, faut-il encore se mettre d'accord sur la signification de chacun des termes du sujet? Alors même que ces termes paraissent évidents, il n'en est rien. Premier terme, le terme de crise internationale. L'idée de crise, normalement, évoque l'idée d'une rupture, puis ensuite une continuation. En fait, le concept de crise internationale n'a pas de définition généralement acceptée dans la littérature. On trouve en réalité deux approches très différentes selon les auteurs. Première approche, certains définissent une crise internationale en termes de processus de prise de décision au sein d'un État. Deuxième définition, les auteurs ici vont définir la crise en termes de processus d'interaction entre les États. Alors, pour les besoins de l'étude et en raison du temps imparti, je vais retenir la définition suivante. La crise internationale est la situation dans laquelle il y a un changement significatif dans les modèles d'interaction normaux entre les États. Ajoutons que les crises internationales peuvent prendre de nombreuses formes. Il peut s'agir de conflits militaires, de différends économiques, de crises politiques, etc. Mais quel que soit le type de crise, chacune fera l'objet de discours. Mais qu'entend-on par discours? La question n'est pas que rhétorique. Sa signification a donné lieu à de nombreux travaux de linguistique, et je laisse les éminents collègues ici parler de linguistique, ils vous en parleraient bien mieux que moi. Je ne m'aventurerai donc pas dans les écrits de Barthes, Foucault et autres, sauf après insomnie, et je n'évoquerai ici, pour les besoins de ma démonstration, que les travaux d'Émile Benveniste, qui, dans les problèmes de linguistique générale, distinguent deux types d'énoncés, l'histoire et le discours. Dans l'histoire, selon cet auteur, il s'agit de la présentation de faits survenus à un certain moment du temps, sans aucune intervention du locuteur dans le récit. Personne ne parle ici, les événements semblent se raconter eux-mêmes. Le discours se définit, à l'inverse, selon cet auteur, comme toute énonciation supposant un locuteur et un auditeur, et chez le premier, l'intention d'influencer l'autre en quelque manière. Définition fort utile pour nos propos, puisque dans le discours, lors d'une crise, il y aura cette idée de volonté d'influer l'autre. Le discours cherche donc à influer sur le ou les récepteurs, puisque dans une crise, il faut également partir de l'idée qu'il n'y a pas qu'un seul récepteur, il peut y avoir plusieurs récepteurs. Il s'efforce donc, ce discours, souvent de faire adhérer les récepteurs à une thèse. Il possède ainsi une visée argumentative. Aussi, à la suite de John Langshaw Austin et de John Rogers Searle, parler s'analyse comme une forme d'action sur autrui et pas seulement une représentation du monde. Sur ce point, la linguistique renoue avec la tradition rhétorique, ce qui me permet de boucler avec Bernard, qui a constamment mis l'accent sur les pouvoirs de la parole. Le discours possède également une dimension interactive entre deux ou plusieurs acteurs. Par conséquent, pour comprendre
interpréter les discours, il convient de les mettre en relation avec toutes sortes d'autres discours sur lesquels ils s'appuient. La moindre intervention politique internationale ne peut être comprise si l'on ignore les discours concurrents. Alors ceci rejoint les enseignements des constructivistes en relations internationales pour lesquels le système international est intersubjectif. Il correspond à ce que les croyances partagées des acteurs en font et qui s'expriment dans le discours. Pour jeter un pont avec le colloque précédent d'Alain, il faut rappeler que c'est à travers l'image de l'autre que s'écrit et se comprend un discours international. Pour une bonne compréhension des discours, il convient, comme le propose Dyson, de tenir compte des traits de personnalité de l'émetteur. Saddam Hussein et Bill Clinton, par exemple, n'ont pas la même manière de discourir. Pour cet auteur, il y a une quinzaine de traits de personnalité qui une quinzaine d'éléments qui peuvent être examinés dans les discours. Chaque trait de personnalité serait reflété par un style grammatical différent. Par exemple, pour mesurer l'impulsivité d'un dirigeant, il faut rechercher l'utilisation fréquente de rétracteurs, de négations dans son discours, alors que la créativité se caractérise par l'utilisation fréquente de nouveaux mots et de nouvelles associations syntaxiques. Ce qui nous intéresse ici est de comprendre les fonctions des discours lors d'une crise, sa capacité à influer sur le processus de formation des opinions publiques. Cette étude ne souhaite pas s'intéresser au type particulier des discours de crise, mais plutôt aux discours durant la crise. La fonction première du discours à l'occasion d'une crise consiste pour un acteur à exposer sa position de la crise et sur la crise. L'argumentation, on appellera un ensemble d'arguments politiques, juridiques et historiques. Cette dernière dimension se retrouve en particulier dans les discours chinois et russes relatives aux crises actuelles. L'exposition de la position de l'acteur comprend toujours explicitement ou en creux sa vision du monde, son positionnement par rapport à l'autre participant à la crise ou par rapport aux participants à la crise sur lui-même et par rapport au tiers. Cette vision du monde passe notamment par l'exposition des faits et d'arguments juridiques. Or, ceux-ci n'ont rien d'objectif, mais dépendent de l'interprétation de chacun. Les faits, dans une crise internationale, peuvent révéler des histoires très différentes. Je vous renvoie par exemple à la crise ukrainienne. Le même concept juridique, la même règle juridique peut donc avoir des significations très différentes et donc justifier des positions contradictoires lors de la crise. À l'extrême, le discours juridique peut servir de substitut à l'action. Le discours juridique devient doté d'une forme de magie. Cette réalité se retrouve dans de très nombreux conflits armés contemporains. Cette parole comme action a donné lieu d'ailleurs à la création en ukrainien au verbe makroniet, traduit en français par macroner, qui signifie se montrer inquiet d'une situation mais ne rien faire. Les discours dans la crise peuvent être ainsi incarnés ou désincarnés, relevant alors d'une rhétorique creuse. Il est intéressant également de noter que la teneur, le ton, etc., des discours évoluent au fur et à mesure de la crise. Ils peuvent d'ailleurs se contredire selon les phases. L'étude des discours lors des crises fait apparaître souvent une structure narrative type. Cette structure narrative type, tous les parents la connaissent, puisqu'elle, vous allez le voir, elle se retrouve dans les contes populaires. Il s'agit de la structure héros, méchant, victime. Alors, on doit cette structure narrative à un auteur qui s'appelle Vladimir Prop, qui, en 1968, va mettre en lumière l'utilisation de cette structure des contes populaires. D'autres auteurs, plus tard, vont soutenir que de nombreux discours qui visent à légitimer des comportements internationaux suivent la même structure. Alors, cette structure se compose de plusieurs étapes. Première étape,
l'agression de la victime innocente par un méchant, d'une seconde phase où il y a généralement une seconde agression par le méchant, avec ce rappel qu'il l'avait déjà fait dans le passé. Troisième phase, intervention anticipée du héros protecteur. Quatrième phase, la normalisation et la dramatisation de l'histoire, du discours, qui apporte un soutien supplémentaire, généralement à l'usage de la force. Alors on va essayer de tester cette structure narrative de contes de fées dans les discours relatifs à la mer de Chine méridionale. Alors comment cela se déroule? La Chine est le héros, non seulement parce que ses actions sont pour l'harmonie et le bien de la communauté internationale, mais aussi parce qu'elle prétend avoir une compréhension et une pratique orthodoxe du droit international. Les responsables chinois affirment qu'ils respectent strictement le droit international et qu'ils n'augmentent pas les tensions, bien qu'ils soient victimes d'autres pays. Je cite un discours officiel chinois, alors pas en chinois. La Chine n'est pas connue pour intimider les faibles. La Chine a seulement été félicitée pour avoir défendu les pays en développement face à l'intimidation des puissances fortes. Avec cet argument, les responsables chinois indiquent qu'alors que de nombreux pays, faut en fait lire les États-Unis, auraient réagi violemment, la Chine, au contraire, se comporte de manière pacifique et civilisée. De l'autre côté, les États-Unis sont, vous l'avez compris, le méchant de l'histoire, parce qu'ils manipulent le contenu du droit international pour soutenir leur géopolitique hégémonique. Les États-Unis et leurs alliés étant dès lors des facteurs de déstabilisation de l'harmonie régionale, ils devraient être expulsés d'Asie et la question des mers du Sud devrait être gérée par la Chine et non par les États-Unis ou des organisations internationales. Car elles ne sont pas asiatiques et en tant que telles sont étrangères à son histoire et à ses pratiques. Alors il y a, de manière très précise, une crise qui va se cristalliser à partir de 2014, c'est lorsque les Philippines vont saisir la Cour permanente d'arbitrage pour faire reconnaître les invasions, enfin, ou du moins le caractère invasif de la Chine en mer de Chine méridionale, et tout le monde doit connaître aujourd'hui cette carte de la langue de bœuf, puisque grâce à ce film extraordinaire, Barbie, tout le monde connaît cette carte, puisque le début de Barbie commence par un incident diplomatique, puisqu'ils ont considéré que cette carte était la carte de mer de Chine méridionale. Merci à Barbie. Lors de l'étude des discours sur la période 2014 jusqu'à 2023, la sentence arbitrale ayant été rendue le 16 juillet 2016, eh bien, on a réussi, avec Mathieu Grandpierron qui est là, avec qui on travaille, on a réussi à mettre en lumière 3 phases. Première phase, dans les discours, les perceptions très négatives chinoises quant aux règlements juridictionnels différents et à l'interprétation du droit qui est faite par les Philippines. Deuxième phase, du 28 juin 2016 au 8 septembre 2016, c'est-à-dire des dates qui sont avant et après la sentence. Bien, dans cette phase, vous avez un moment de tension très important et l'ensemble des discours vont changer puisqu'ils vont devenir très rigoureux, hostiles à la procédure, considérer que le tribunal est impartial. Et puis ça va ensuite aller en diminuant dans une phase 3 à partir du 9 septembre 2016 jusqu'à aujourd'hui. Et cette phase montre des récits utilisés plutôt par les autorités chinoises pour justifier le refus d'exécuter la sentence arbitrale. Alors, ces discours chinois nous enseignent une chose, c'est qu'en réalité, les discours juridiques n'exposent pas simplement des positions, ils ont avant tout une fonction de légitimation. Les discours de temps de crise se caractérisent, si on les lit correctement, par un langage de justification. Cette recherche de justification vise à faire reconnaître la légitimité
et je n'ai pas dit la licéité pour l'instant, la légitimité de sa cause et de son comportement. Il faut en effet reconnaître que la politique n'est pas seulement une lutte pour le pouvoir, c'est aussi une compétition pour la légitimité dans laquelle la reconnaissance ou le refus, la confirmation ou la révocation de celle-ci est un enjeu fondamental pour les États. Il existe donc un pouvoir de la légitimité, les dirigeants recherchant la légitimation pour renforcer et justifier leur position dans la crise. La question est de savoir ce qui, à un moment donné, permet d'obtenir cette légitimité. Si, dans l'histoire, à un moment, c'était la religion, aujourd'hui, la religion ayant été effacée, et je vous renvoie au dernier livre d'Emmanuel Todd, chaque période, en fait, doit déterminer une valeur qui va devenir une norme décisive permettant de juger de la légitimité d'un comportement. Dans cette contribution, nous formulons l'hypothèse que la langue de la justification est le droit international. Le vocabulaire juridique est déployé dans le but de légitimer et de délégitimer les comportements des acteurs. Le droit sera ainsi essentiellement envisagé comme un type particulier d'argument utilisé par les différents acteurs sociaux dans le cadre de leur rapport de force. Le droit est associé à la légitimité, entendue donc en termes, selon les auteurs, de justice, d'équité, d'égalité, de responsabilité, de cohérence, de représentation des membres de la société internationale et d'autres valeurs normatives reconnues par les membres de la société. Le besoin ressenti d'émettre une justification juridique démontre que les États ont besoin d'une base de légitimité pour justifier leur action auprès de leurs propres citoyens et plus encore auprès des autres États et des organisations internationales. La légitimité façonne donc le discours juridique international, mais de manière différente. Dans une première manière, il s'agit finalement d'un discours où licéité et légitimité ont fusionné. La légitimité ici se réfère à l'acceptabilité de la règle par les acteurs, des processus ou du droit international dans son ensemble. Cette acceptation de la légitimité pose la question, en réalité, de la relation entre le droit et les valeurs, et le droit et le pouvoir. C'est un discours très positiviste. Il y a une deuxième manière d'aborder la légitimité, c'est lorsque la légitimité va être utilisée pour dépasser le droit positif. L'appel au registre de la légitimité peut alors ici consister en une volonté d'adaptation de l'ordre juridique à certaines actions qui, bien que représentant des violations d'une norme internationale, produisent des effets ou des situations qui sont perçues comme légitimes par une partie de la communauté internationale. Il s'agit ici de repenser à la guerre d'Irak 2003, qui est considérée comme illicite, mais légitime, et c'est l'ensemble du discours américain sur la guerre en Irak en 2003. De tels discours créent des tensions significatives entre la perspective juridique, conservatrice et formelle, et la perspective politique, dynamique et équitable. Il y aura donc un conflit entre la licéité et la légitimité selon les discours. Conflit qui sera tranché par un processus de légitimation. Et ici, nous sommes dans la question cruciale en fait, des discours, puisque la question n'est pas de savoir quel principe est reconnu, mais qui est accepté comme l'interprète autorisé du principe, ce qui pose difficulté dans un ordre décentralisé comme l'ordre international. Ici, il faut souligner l'importance de l'émetteur du discours, dont les comportements antérieurs peuvent jouer contre l'acceptation de son interprétation ou inversement, dont le statut conduit à l'acceptation de ses positions. Et je vous renvoie simplement, sans les développer, sur les discours de la Russie sur la guerre en Ukraine ou les discours américains sur la guerre en Irak en 2003. De ce qui précède, il faut retenir d'une part que la référence au droit peut être contradictoire entre les acteurs ou chez un même acteur selon les phases de la crise. D'autre part que les tiers jouent un rôle fondamental dans le rôle de processus de légitimation
à se demander d'ailleurs si ce ne sont pas réellement les cibles de tout discours lors d'une crise internationale. Les discours durant une crise jouent, on vient de le voir, plusieurs rôles. Il est alors intéressant de mieux les comprendre afin, en réalité, de les déconstruire et de mettre à jour les motivations réelles derrière les formules. Or, pour y parvenir, en réalité, il nous faut une méthodologie et c'est ce que nous proposons avec Mathieu Grandpiron dans nos recherches. Une première manière consiste à étudier les dirigeants. Mais ils sont souvent difficiles à étudier lorsqu'il s'agit d'enquêter sur leur véritable motivation. Alors on peut utiliser deux méthodes, on peut essayer d'avoir une méthode intrusive, la question, et les méthodes non intrusives. Alors les méthodes intrusives en sciences politiques, il s'agit en fait des entretiens, des enquêtes, des discussions, etc. Avec quand même plusieurs inconvénients à cette méthode, parce que généralement les dirigeants, bizarrement, quand vous les interrogez, ne vous disent pas réellement la vérité, ou ont même tendance à donner des réponses qui sont socialement acceptables, ou à réécrire l'histoire pour généralement valoriser leurs décisions ou diminuer leurs responsabilités. Il est également souvent difficile d'interroger des fonctionnaires, sans compter que personne n'est immortel, nous venons de le voir avec l'un des très très grands diplomates américains du siècle dernier. Les méthodes d'analyse discrètes, comme l'analyse de contenu, permettent aux chercheurs d'éviter ces risques. Les preuves provenant des décideurs, que ce soit les discours, les documents écrits, ont l'avantage d'être disponibles à tout moment. Ils peuvent être analysés et réanalysés à l'infini. Les chercheurs peuvent ainsi analyser de manière systématique des déclarations d'un dirigeant pour trouver des preuves de ses perceptions et de ses attitudes. Ils peuvent étudier des populations plus importantes et davantage de documents que ne permettent pas les entretiens ou les observations directes. Donc il s'agit en fait ici d'une analyse de contenu où on peut compter les mots, etc. Donc une forme d'analyse quantitative. La méthodologie que nous proposons en fait est une méthodologie mixte qui est une méthodologie qui à la fois est une méthodologie quantitative et une méthodologie qualitative. Alors quantitative, ça nous permet de mettre à jour un certain nombre de structures, de modèles dans les discours, des non-dits, et l'analyse qualitative permet d'interpréter les résultats. Et donc ça nous permet d'avoir une forme d'objectivité sur les discours, de mettre en œuvre un dictionnaire de codage, et donc de partir de cette manière-là, avec quelque chose de beaucoup plus objectif, d'éviter les biais cognitifs du chercheur. Alors bien sûr, notre méthodologie n'est pas à 100% sûre, mais en tous les cas, ce qui est certain, c'est que par cette méthodologie qui ne fonctionne qu'à la condition que vous ayez plusieurs centaines de discours. Dans le cadre des recherches sur la Chine, on a analysé plus de 500 discours officiels chinois sur la crise en mer de Chine méridionale. Ça nous permet en tous les cas d'avoir une analyse qui nous montre que l'argument juridique qui est utilisé dans les discours ne l'est jamais en tant qu'argument juridique, mais toujours comme argument politique. Je vous remercie.